Bonjour. Alors pour cette toute première vidéo, j'aimerais vous parler d'un sujet que je pense très important, c'est le sujet de l'humain. J'aime bien étudier l'humain, bien sûr il faut commencer par soi-même, comme l'ont montré les prédécesseurs en psychanalyse, comme Jung, Freud, qui ont montré qu'il fallait se connaître soi-même pour comprendre les autres. Mais étudier soi-même et les autres, ça me paraît extrêmement important. Pourquoi? Parce que l'homme a des comportements quelquefois assez étonnants. Et comprendre ces comportements, comprendre comment l'homme pense, comment il agit, ça me paraît essentiel aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut d'abord entendre, c'est que l'homme, c'est quelque chose de très récent, c'est une forme de vie extrêmement récente dans l'histoire de l'évolution humaine, de l'évolution de la Terre, pardon, puisque la Terre a 4,6 milliards d'années. Là-dedans, le végétal a 1,2 milliard, donc on voit qu'il s'est passé une grande période où il y avait simplement du minéral sur Terre. Il s'est passé des choses extrêmement importantes pour la préparation de la vie, mais ce n'était pas encore du végétal. Et puis il y a eu l'animal, il y a 540 millions d'années, 540 millions sur 4,6 milliards. Et puis l'homme, le tout dernier né, 7 millions d'années. Donc on voit que c'est quelque chose d'extrêmement récent. Et donc cette forme de vie très récente, un peu dans son enfance, c'est important de la comprendre pour comprendre où est-ce qu'elle en est et comment elle pourrait évoluer. Pour vous donner une petite idée de ce que représente cette grande échelle de l'histoire de la Terre et la place de l'humain, on pourrait reporter cette grande histoire sur un an, 4,6 milliards d'années sur un an, et on va constater que donc le minéral a commencé le 1er janvier, on serait aujourd'hui le 31 décembre, et bien le végétal est apparu fin août, l'animal le 18 novembre, et l'homme le 31 décembre à 15 h. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'espèce humaine est une forme de vie extrêmement récente dans l'histoire de la vie sur Terre, comme je le disais tout à l'heure. Alors, pourquoi aussi, quelles sont les autres raisons qui me font me pencher sur l'homme, en dehors de celles que je viens de donner? C'est que d'abord, on est sur Terre 7 milliards d'individus aujourd'hui. On dit qu'en 2050, nous serons 10 milliards. Donc vous voyez, 7 milliards d'individus, ça fait beaucoup pour une espèce très jeune. Et d'autre part, cette espèce, elle est responsable aujourd'hui d'une crise majeure dans l'évolution de la Terre. Vous ne savez ou vous ne savez pas, mais la Terre a traversé un certain nombre de crises depuis son tout début. La crise du Permien, la crise de l'Ordovicien, je ne les donne pas dans l'ordre, parce que j'en reparlerai. La crise du Crétacé-Tertiaire, que tout le monde connaît, qui a vu disparaître les dinosaures. Et puis aujourd'hui, nous abordons une sixième crise. Une crise, qu'est-ce que c'est? C'est un moment, dans une période très courte, où il y a une extinction massive des espèces. Donc, ça s'est rencontré déjà 5 fois dans la vie de la Terre, et en particulier, il y a eu des épisodes extrêmement violents, qu'on évoque en parlant de la Snowball Earth. La Snowball Earth, c'est la Terre boule de neige, la Terre boule de glace. Et on imagine bien que si la Terre est devenue glacée pendant un certain nombre d'années, eh bien, la vie a dû avoir du mal à survivre, et pourtant elle a survécu, puisque on en voit le spectacle magnifique autour de nous, un peu partout dans le monde. Une autre chose que la Terre a traversée, au dehors de ces épisodes de Snowball Earth, c'est les grands volcans, c'est-à-dire ce qu'on appelle les trappes de Sibérie. Les trappes de Sibérie, c'est quoi? Ce sont des chaînes de volcans qui ont craché de la fumée, qui ont craché de la lave, qui ont craché des vapeurs toxiques pendant 50 millions d'années. Je répète, 50 millions d'années. Et donc on voit bien que nous, quand un volcan fait une éruption pendant une quinzaine de jours, ces volcans produisent des produits, des micro-poussières qui font que nos avions sont cloués au sol. On se rend compte que là, ce n'est pas du tout la même crise dont on parle. Là, on parle de quelque chose de beaucoup plus gigantesque. Alors ce qui est intéressant, si on en revient à l'humain, c'est que l'humain, quand il aperçoit ça, il dit « la Terre est en danger ». Mais ce que je viens de vous dire montre bien que la Terre n'est absolument pas en danger. La Terre, elle va avoir des difficultés, elle va avoir un certain nombre de choses, mais elle s'en remettra. Mais celui qui a un vrai problème, c'est l'humain. Et donc c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à l'humain, c'est que l'humain sur Terre est en danger, mais la Terre n'est pas en danger. Tout au moins, c'est ce que nous dit l'histoire de la phylogénèse, l'histoire de la vie sur Terre, et l'évolution de ces grandes crises et les lois de ces grandes crises. Alors, d'autres raisons qui font que je m'intéresse à l'humain, c'est qu'il a des comportements, comme je le disais,
un peu étonnant, un peu bizarre, très surprenant, et que donc il faut comprendre comment il fonctionne pour comprendre ses comportements étonnants. Et comme je viens de le dire, bah, c'est ce comportement un peu suicidaire, c'est-à-dire qu'il se met lui-même en danger par ses comportements, alors qu'il dit aimer la vie, il dit vouloir vivre, et en même temps, il fait tout pour sonner sa propre destinée, sonner sa propre extinction. Et puis il y a d'autres choses aussi qui sont d'autres aspects qui sont intéressants, et il y en a plusieurs qui ont été soulevés par le Dalai Lama. Quand on lui demandait, mais vous pensez quoi de l'humain? C'est quoi pour vous l'humain? Qu'est-ce qui vous étonne? Et il disait, ben, ce qui est très surprenant, c'est qu'ils vivent comme s'ils ne devaient jamais mourir. C'est vrai que quand on sait l'importance de l'événement mort dans une vie humaine, la gravité, on va dire, c'est le moins qu'on puisse dire, il faudrait s'en préoccuper un petit peu, quoi. Et pas simplement en la repoussant, sachant que de toute façon elle est inéluctable, et donc il faudrait vivre avec cette perspective, et que globalement, dans le comportement de l'humain, il vit comme si ça n'existait pas. Lui qui se dit rationnel, lui qui se dit regarder les choses en face, alors là il ne regarde pas du tout en face. Et puis la deuxième remarque du Dalai Lama, que je trouvais aussi très, très intéressante, c'est qu'il dit non seulement ils vivent sans penser qu'ils vont mourir, mais ils meurent sans avoir vécu. Et ça aussi c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, l'humain il veut se protéger, il ne veut pas prendre de risques, il a une vie qui pourrait être passionnante, qui pourrait être puissante, qui pourrait être en prenant des risques, mais non, il ne veut pas trop prendre de risques, et donc à un moment de sa vie, il se laisse un peu aller dans un petit confort, dans quelque chose, et il a une vie qui n'est plus très enthousiasmante, et donc il ne vit plus vraiment. Et ne vivant plus vraiment, eh bien, il arrive à la fin de sa vie aigri, malheureux parce qu'il n'a pas bien vécu, le pauvre. Et donc ça aussi c'est une contradiction assez intéressante à considérer, et qui fait que là aussi, ça m'intéresse bien de comprendre pourquoi il fait comme ça, il se comporte comme ça. Il y a une autre chose aussi que je constate moi dans mon métier, et qui est une curiosité de l'humain, c'est quand il dit aimer. Alors, quand il dit aimer, il va tomber amoureux, et se promener main dans la main, se dire des mots doux, se faire des petits bisous. Et puis un jour, cette chose va prendre de l'ampleur, et il va avoir envie de vivre avec ce ou cette partenaire, il va donc s'engager, et puis il va faire des enfants. Et puis tout un temps, toute cette belle histoire suit sa route. Et puis, il y a quelque chose qui vient contrarier cette idylle, dont on parlera un petit peu tout à l'heure, et puis dans une autre vidéo. Et il commence à avoir un certain nombre d'aigreurs, de mécontentements, de mésententes, de rancœurs. Et ces rancœurs fait qu'il se renferme sur lui-même, il commence à moins bien vivre avec l'autre, à être de plus en plus aigri, de moins en moins faire l'amour souvent, c'est ce que j'ai constaté en tout cas dans l'exercice de ma profession. Et comme ça, les choses vont s'envenimer et parfois même vont à des extrêmes qui sont extrêmement surprenants. C'est qu'il est capable de se séparer en faisant des guerres atroces avec l'autre. Et même jusqu'à mettre les enfants au milieu et prendre les enfants en otage dans un problème de couple. Et donc ce qui est surprenant, c'est qu'il a dit tout son amour, il a été magnifique dans ses déclarations, dans sa tendresse, et tout d'un coup, cette chose s'inverse et il devient le pire ennemi de l'autre, au point qu'il fait des guerres qui sont atroces. Et ça, je pense que tout le monde en est convaincu. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qui est tellement répandu qu'il faut en comprendre les racines. Il ne s'agit pas de juger cet homme, il ne s'agit pas de juger cet humain, dire du mal de lui, il s'agit d'essayer de comprendre. Parce que si on comprend, eh bien peut-être qu'on pourra de ce fait aider à cette évolution, à l'évolution de l'humain, en commençant par nous-mêmes bien sûr, parce que tout ce dont je vous parle, ça commence en moi-même. Alors là aussi, si on pousse un peu ce que je viens de dire par rapport à cette histoire de couple, à cette histoire d'amour, on constate qu'en fait, l'humain, il pense toujours qu'il a raison, ça aussi c'est une particularité, il pense qu'il a raison et que les autres ont tort. C'est ce qui va faire le problème dans le couple d'ailleurs. Et alors, donc, il a raison. Alors, si vous mettez trois humains ensemble, alors il y en a qui discutent et ils ne sont pas forcément d'accord ensemble. Alors, il y en a un qui pense, voilà ce que je pense, voilà comment sont les choses, et il pense qu'il a raison et que les deux autres ont tort. Puis après, si on tourne la caméra et qu'on passe sur le deuxième, il pense qu'il a raison et que les deux autres ont tort. Et le troisième, la même chose. Et donc, si nous sommes observateurs de cette scène,
on peut se dire, mais alors finalement, chacun pense qu'il a raison, que les autres ont tort. Mais si on se recule un peu, on peut se demander qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort, et qu'est-ce qui se passe pour que cet humain soit capable, quelquefois sur des sujets extrêmement simples, d'être aussi opposé, voire se faire des vacheries, voire des guerres, voire des luttes incroyables. Bon, en France, ça s'appelle la politique, mais la politique qui passe son temps à dire du mal de l'autre, qui passe son temps, le plus clair de son temps, à faire des guerres au lieu de construire, c'est pas quelque chose d'extrêmement intéressant. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de fustiger les politiques, il s'agit de comprendre l'humain et que cette chose est vraie à l'intérieur de chacun de nous. Et c'est bien ça qu'il faut entendre. Il ne s'agit pas de fustiger, je répète, quelqu'un dehors, il s'agit de comprendre que c'est une nature humaine et que cette nature humaine est aussi la nôtre et que nous pourrions nous progresser par rapport à ce que nous observons. Alors là aussi, ce fait de dire toujours j'ai raison et les autres ont tort donne un point de vue sur le monde très particulier, fait que du coup, si c'est les autres qui ont tort et moi qui ai raison, c'est les autres qui sont responsables. Et ça, c'est quelque chose encore d'extrêmement étonnant dans l'évolution de la façon dont l'humain pense, se perçoit et se comporte, surtout dans nos sociétés, c'est l'irresponsabilité. L'irresponsabilité est un des plus grands fléaux, tout bonnement, parce qu'en fait, il nous prive de notre liberté. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas responsables, nous ne sommes pas libres. Et je ne suis pas du tout le seul à le dire, il y a des gens très compétents comme Jean-Marie Pelt qui ont dit ça, qui ont dit mais l'homme a oublié deux choses, c'est qu'il était responsable et libre. Et là aussi, on reviendra sur ce sujet parce qu'il est extrêmement important pour comprendre l'humain. Voilà, donc je vous ai un petit peu dressé le tableau des différentes bizarreries humaines, à laquelle j'appartiens bien évidemment, et nous allons, dans les prochaines vidéos, commencer une enquête, essayer de comprendre cet humain, essayer de comprendre comment il s'est construit, comment il se vit actuellement lui-même et comment il vit dans le monde qui l'entoure, quelles sont les difficultés qu'il rencontre, et qu'est-ce qu'il pourrait faire pour un peu évoluer, pour un petit peu faire le pas suivant. Puisque nous le savons bien quand nous étudions la vie sur Terre, quand nous étudions la phylogénèse, la vie a fait des pas depuis 4,6 milliards d'années. Par exemple, elle a inventé, il y a 65 millions d'années, le cœur avec le sang chaud. Nous ne l'avons pas du tout inventé. Elle nous en a fait cadeau dans une mémoire qui s'appelle les chromosomes, et que donc chaque épisode de la vie, chaque forme de vie, a amené un plus sur Terre, et tous ces plus nous ont été donnés à l'homme gratuitement, mais lui aussi il a son pas à faire, et donc ce que nous allons essayer d'aborder petit à petit, c'est quel est le pas que pourrait faire cet humain. Voilà, et bien écoutez, on va se quitter là, et puis les prochaines vidéos, on va rentrer un petit peu plus concrètement dans le sujet. À bientôt.